Bienvenue à Kitchen Table Conversations, un balado où l'on explore les histoires et les défis réels et la véritable beauté des jeunes et des adultes que nous soutenons chaque jour. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement dédié aux éducateurs et éducatrices, au personnel scolaire et à tous les adultes bienveillants qui se présentent, souvent épuisés, sous-soutenus, mais toujours dévoués pour accompagner des élèves ayant des cerveaux compliqués et merveilleux. Nous allons examiner de près les lacunes présentes dans les ressources éducatives actuelles de l'Ontario, particulièrement en ce qui concerne le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et les autres troubles neurocognitifs. Nous parlerons des thèmes dépassés, de l'invisibilité de ces défis et de la manière dont les enseignants et enseignantes doivent souvent naviguer seuls des profils d'apprentissage déroutants sans outils adéquats. Et surtout, nous mettrons en lumière une bonne nouvelle. Les choses changent. Le curriculum est mis à jour, le langage évolue et notre compréhension collective grandit. Parce que lorsqu'on sait mieux, on fait mieux. Alors allons-y. Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est honnêtement assez fascinant, en partant de sources qui devraient dire la même chose, mais qui racontent des histoires complètement différentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur la table, on a d'abord un manuel scolaire officiel utilisé en Ontario, Special Education in Ontario Schools. Tu sais, le genre de document qui est censé être la référence pour les éducateurs. Absolument. C'est le guide sur lequel les enseignants s'appuient. On s'attend à y trouver l'information la plus à jour, la plus fiable. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à côté de ça, on a deux autres documents. Une proposition de mise à jour faite par des experts pour corriger spécifiquement la section sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, le TSAF. Et le troisième document, c'est un guide pratique, Not Your Typical Teaching Guide, qui vient vraiment du terrain pour les enseignants. Et la juxtaposition des trois est saisissante. D'un côté, on a la théorie officielle un peu figée dans le temps, on dirait. Et de l'autre, on a la science actuelle, puis la réalité crue de la salle de classe. C'est exactement ça. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer ce gouffre. On va essayer de comprendre pourquoi les infos officielles sont si décalées, mais surtout, ce que ça veut dire concrètement pour un élève et pour son enseignant. On va déconstruire les mythes pour arriver à des stratégies qui, elles, fonctionnent. Alors, commençons par la base, le manuel scolaire. Qu'est-ce qu'on y apprend sur ce qu'ils appellent encore le syndrome d'alcoolisation fœtale, le SAF? Le manuel présente une image très spécifique et malheureusement vraiment dépassée. Il y a, disons, 4 points qui ressortent. D'abord, il utilise ce vieux terme SAF. OK. Ensuite, il estime la prévalence à environ 2 naissances sur 1000. Ça donne tout de suite l'impression que c'est une condition hyper rare. D'accord, donc on parle de quelque chose qu'un enseignant pourrait, en théorie, ne jamais rencontrer dans toute sa carrière. C'est l'impression que ça laisse, oui. Troisièmement, le manuel met un accent énorme sur les traits faciaux visibles. Il va même jusqu'à comparer les cas graves au syndrome de Down. Ah oui, quand même. Et le dernier point, qui est peut-être le plus lourd de conséquences pour la classe, c'est qu'il suggère que l'approche pédagogique est pas mal la même que pour d'autres handicaps intellectuels. Bon, voilà le portrait officiel. Maintenant, on prend la proposition de mise à jour. Elle ne fait pas que nuancer, elle pulvérise carrément ses affirmations. Commençant par la prévalence, ce fameux 2 sur 1000. C'est ici que le plancher s'ouvre sous nos pieds. Les données actuelles, celles qui sont compilées dans la proposition, montrent que la prévalence réelle au Canada, c'est pas 2 sur 1000, c'est 4 %. Pardon, 4 4 %. Ça veut dire une personne sur 25. Attends une seconde. Une personne sur 25, ça voudrait dire qu'il y en a statistiquement un dans chaque salle de classe. Comment une condition si répandue peut être si mal connue? Mais c'est la question 1 million. La réponse, elle est en partie dans les autres mythes qu'on vient de nommer. Le TSAF est plus courant que l'autisme, le syndrome de Down, la paralysie cérébrale et le syndrome de la Tourette. Combinés. Combiné. La raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est qu'il est massivement sous-diagnostiqué. Les sources disent que moins de 1 % des Ontariens qui vivent avec le TSAS ont un diagnostic formel. Les autres sont soit pas diagnostiqués, soit mal diagnostiqués. On leur met d'autres étiquettes, j'imagine, TDAH, trouble d'opposition. Exactement.
TDAH, troubles oppositionnels, anxiété. On passe donc d'une maladie rare à une épidémie silencieuse. Ce qui nous amène au nom. Le manuel parle de SAF, mais partout ailleurs, c'est TSAF. C'est pas juste un changement de lettre, j'imagine. Non, c'est absolument crucial. Le vieux terme SAF était lié historiquement à la présence de ces fameux traits faciaux. Mais la science a évolué, tu sais. La recherche qui est citée dans la proposition est formelle. Moins de 10% des personnes avec un TSAF ont ces traits. Wow. Donc, juste pour être clair, on demande aux enseignants de repérer un handicap qui, 9 fois sur 10, n'a aucun signe physique visible. C'est précisément le problème. C'est une mission quasi impossible si on se fie aux vieilles définitions. Les 90% restants ressemblent à tout le monde. Exactement. Leurs difficultés sont neurologiques. C'est là que le mot spectre devient essentiel. Il nous force à comprendre que c'est un handicap permanent basé sur le cerveau, le corps, avec une immense variété de manifestations. C'est pas une question d'apparence, c'est une question de fonctionnement cérébral. Et ce fonctionnement cérébral différent, ça nous ramène directement à l'autre idée fausse du manuel. L'idée qu'on peut approcher ses élèves de la même manière qu'un élève avec un handicap intellectuel. J'ai l'impression que c'est là que les bonnes intentions se heurtent à un mur. C'est exactement ça. C'est peut-être l'erreur la plus dommageable en classe. Contrairement à la croyance populaire, beaucoup de personnes avec un TSAF ont un QI moyen, parfois même supérieur à la moyenne. Le problème, c'est pas un manque d'intelligence, mais un profil qu'on qualifie de disparate. Disparate, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire qu'un élève peut avoir des capacités de langage incroyables. Il peut débattre comme un avocat, mais il est incapable de se souvenir d'une consigne en 3 étapes que tu viens de lui donner il y a 30 secondes. Donc, il peut y avoir des forces incroyables et des faiblesses immenses qui coexistent. Voilà. Et les comportements qui sont souvent perçus comme de l'opposition, de l'incohérence, tu sais, le fameux « il l'a fait hier, pourquoi il le fait pas aujourd'hui » Ou un manque de motivation. ou un manque de motivation, exact. Ben, dans le fond, ce sont des symptômes, Des symptômes de quoi, au juste? des difficultés très spécifiques. Par exemple, une énorme difficulté avec la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est pas juste la mémoire à court terme. C'est un peu plus complexe. C'est comme la mémoire vive d'un ordinateur, la RAM. C'est la capacité de retenir et de manipuler plusieurs informations en même temps pour faire une tâche. OK, je vois. Pense à écouter l'enseignant, lire la question au tableau, te souvenir de la formule, puis écrire la réponse. Pour un élève avec un TSAF, cette mémoire vive-là peut se vider très vite. L'instruction est juste, partie. C'est pas qu'il veut pas obéir, c'est que son cerveau ne peut pas retenir l'info. C'est une différence neurologique, c'est pas un choix de comportement. Et comprendre ça, ça change tout. Ça change absolument tout. Parce que si on pense que c'est un problème de comportement, on va utiliser la discipline. Mais si on comprend que c'est un enjeu de fonctionnement du cerveau, l'outil, c'est plus la punition, c'est le soutien. Et les vieilles méthodes de gestion de comportement, qui sont souvent basées sur la logique de cause à effet, elles sont vouées à l'échec. Alors, si les anciennes méthodes ne marchent pas, qu'est-ce qui marche? Et j'imagine que c'est là que le deuxième document, le guide pratique Not Your Typical Teaching Guide, entre en jeu. Exactement. Ce guide-là est précieux parce qu'il est écrit pour le monde réel. Il reconnaît tout de suite que les enseignants sont surchargés, stressés. Sa philosophie, c'est un virage à 180 degrés. On passe de la gestion du comportement au soutien d'un élève avec un cerveau complexe et magnifique. J'aime l'expression. Mais concrètement, dans une classe de 30 où tout va vite, l'idée de connecter au lieu de corriger, ça peut sembler un peu idéaliste. Comment ça se traduit en action? C'est une excellente question. Le guide explique d'abord pourquoi l'approche traditionnelle ne marche pas. Une punition, comme une retenue, ça présuppose que l'élève peut faire un lien clair entre son action A et la conséquence B, et qu'il va s'en souvenir la prochaine fois. Ce qui n'est pas le cas souvent. Justement, pour beaucoup d'élèves avec un TSAF, ce lien-là est flou. Fait que punir un élève pour un comportement qu'il ne comprend pas, c'est comme crier après un ordinateur qui a un virus. Ça règle rien. D'accord, l'outil n'est pas adapté au problème. Alors, c'est quoi l'alternative? J'ai été frappée par la stratégie du chapitre 4, Qui conduit l'autobus? Ah oui, c'est une de mes préférées. Elle est simple et incroyablement efficace. Le principe, c'est de donner du contrôle à l'élève, mais dans un cadre contrôlé par l'adulte. On évite les questions ouvertes qui invitent à la confrontation. C'est-à-dire? Au lieu de poser une question de lutte de pouvoir comme « Veux-tu rentrer de la récréation maintenant? » Ce qui invite à un non retentissant. C'est presque garanti. L'adulte, à la place, reformule, par exemple.
La récréation finit dans 2 minutes, tu peux te mettre en rang avec tes amis ou tu peux marcher avec moi jusqu'à la porte. À toi de choisir. Dans les deux cas, l'élève rentre. Voilà. La décision non négociable, la fin de la récré, est maintenue. Mais l'élève a une parcelle d'autonomie. Ça désamorce la confrontation, ça réduit l'anxiété et ça renforce la relation. On résout le problème ensemble. L'adulte conduit l'autobus, mais l'élève choisit sa place. C'est un changement subtil, mais tellement puissant. On passe d'un ordre à une collaboration. Ce qui est fascinant dans ce guide, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il a une approche beaucoup plus globale. Je vois des sections sur la nutrition, le mouvement, le temps dehors. Ça semble loin des maths. Bien, si on revient à l'idée que le TSAF affecte tout le corps et tout le cerveau, ça devient parfaitement logique. Le guide nous rappelle que ces élèves ont souvent une interoception faible, c'est-à-dire une difficulté à percevoir les signaux internes de leur corps. Comme la faim ou la soif. Exactement. Un élève peut être en pleine dérégulation, agité, incapable de se concentrer, pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il a faim et qu'il ne le sait même pas. Son taux de sucre a chuté et son cerveau est en mode panique. C'est ça. Le guide suggère que des stratégies proactives, comme une collation planifiée à 10 heures, peuvent complètement prévenir une crise à 10h30. C'est pas gâter l'enfant, c'est réguler son système nerveux pour qu'il soit disponible pour apprendre. Et le mouvement, ce n'est pas juste pour se défouler. Pas du tout. Le guide le voit comme un outil de régulation neurologique essentiel. Pour un cerveau qui est facilement surstimulé, une pause de 5 minutes pour faire des sauts sur place ou porter des livres lourds, ça peut agir comme un bouton de réinitialisation. Un reset? Un reset. C'est la même chose pour le temps dehors. La nature, c'est un environnement qui calme naturellement le système nerveux. Moins de lumière fluorescente qui bourdonne, pas de sonnerie stridente. Tout ça me semble incroyablement pertinent, mais aussi exigeant. Ça demande une attention de tous les instants de la part de l'éducateur. C'est la réalité. Et c'est pour ça que le guide consacre un chapitre entier aux enseignants eux-mêmes. Le titre, c'est « On ne peut pas verser d'une tasse vide ». Un message qui doit résonner très fort dans le milieu de l'éducation en ce moment. Fondamentalement. Le guide est très lucide là-dessus. Il reconnaît que soutenir ses élèves, c'est un parcours de longue haleine et que l'épuisement professionnel est une menace réelle. Il insiste sur le fait que prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité professionnelle. Ça redéfinit ce que c'est d'être un bon professionnel. Ce n'est pas juste d'être performant, c'est aussi d'être durable. Précisément. La formule qu'il propose est simple. Des éducateurs en bonne santé égale des salles de classe en bonne santé. On ne peut pas co-réguler un élève en crise si on est soi-même en état de stress. C'est une condition préalable. Alors, si on fait le bilan, le contraste est immense. On part d'un manuel officiel qui décrit une condition rare, visible, gérable avec les outils qu'on a déjà, et on arrive à une réalité où le TCAF est un trouble du spectre commun, largement invisible et qui exige un changement de paradigme complet. Le message central, c'est vraiment de cesser de voir un élève à problème pour comprendre un élève dont le cerveau fonctionne différemment. Et ça veut aussi dire d'accepter les limites. Celles de l'élève, bien sûr, mais aussi celles des éducateurs, j'imagine. C'est sûr. Personne n'est un super-héros 24 heures sur 24. La solution, c'est pas de trouver l'enseignant parfait, mais de bâtir une communauté de soutien solide autour de l'élève et des adultes qui s'en occupent. Ça passe par la formation, la collaboration et une bonne dose d'autocompassion. Pour conclure, j'aimerais soulever une dernière pensée, une idée qui m'a vraiment interpellée dans les sources. L'un des documents mentionne que la prise de conscience de l'impact de l'alcool pendant la grossesse, c'est pas nouveau du tout. On y cite des textes bibliques qui mettaient déjà en garde et même des recherches médicales de 1899 qui décrivaient des enfants avec des caractéristiques très, très similaires à ce qu'on appelle aujourd'hui le TSAF. C'est le grand paradoxe dans tout ça. La connaissance fondamentale, l'observation de ce lien-là, ça existe depuis des siècles. Exactement, et ça soulève une question troublante qu'on peut laisser à notre auditoire. Si cette connaissance de base existe depuis si longtemps, pourquoi est-ce qu'un tel décalage persiste aujourd'hui dans notre compréhension collective et surtout dans les documents officiels qui guident nos enseignants? Quel système, quels préjugés sur la dépendance ou le rôle des femmes et quelles normes sociales contribuent à maintenir cette ignorance et à rendre ce handicap si invisible alors même qu'il touche une personne sur 25? C'est une question à méditer. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous êtes éducateur ou éducatrice, parent ou quelqu'un qui accompagne des jeunes ayant des différences neurologiques complexes, sachez ceci. Votre travail compte plus que vous ne le pensez. Votre patience,
votre créativité et votre persévérance changent des vies chaque jour. Alors que l'Ontario met à jour son curriculum et commence à corriger les idées fausses entourant le TESAF et d'autres conditions neurodéveloppementales, nous espérons que cette conversation vous aidera à voir vos élèves avec plus de clarté et de compassion. Rappelez-vous, le comportement est une communication. La dysrégulation n'est pas de la défiance. Et chaque apprenant et apprenante mérite dignité, sécurité et compréhension. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a parlé, abonnez-vous, partagez-le avec vos collègues ou ramenez cette discussion à votre propre table de cuisine. À bientôt!